séance consacrée à la séquence 1 du programme de géographie de 5e intitulée « La croissance démographique mondiale et ses effets ». Et l'occasion va être donnée de découvrir la démographie chinoise et ses enjeux. Ça va être notre toute première étude de cas de la séquence et donc de l'année. Et tu vas découvrir que le gouvernement chinois a réglé de manière brutale un problème démographique, mais que le remède est peut-être pire que le mal, parce qu'en réglant un problème démographique, le gouvernement chinois s'en est créé un autre qui est tout aussi grave. Et donc, ça explique la problématique de notre séance, qui est la suivante. Pourquoi la croissance de sa population reste-t-elle une préoccupation majeure du gouvernement chinois? Au cours de cette première partie de séance, tu vas découvrir en quoi consistait la politique autoritaire chinoise de l'enfant unique et surtout pourquoi elle a été mise en place par le gouvernement chinois entre 1979 et 2015. Alors juste un petit rappel, jusqu'au mois d'avril 2023, la Chine était, et depuis probablement la nuit des temps, mais ça de toute façon on ne le saura jamais puisque ça fait pas si longtemps que cela qu'on compte les habitants dans le monde pays par pays, mais depuis la nuit des temps, la Chine était la première population mondiale et elle vient d'être dépassée par l'Inde comme on l'a vu récemment. Mais néanmoins, la Chine représente à peu près 1,4 milliard d'habitants, c'est-à-dire un bon cinquième de la population mondiale. Et donc on peut en conclure que la Chine est un pays dans lequel on a fait beaucoup de bébés, comme l'illustre cette photographie qui te montre une nurserie, une maternité plutôt, je devrais dire à la française, une maternité chinoise. Je te propose l'étude de ce graphique qui a l'immense mérite de nous proposer 100 ans de démographie de la Chine, puisque le graphique part du milieu des années 1950, donc des années 1950, donc le milieu du XXe siècle plutôt, jusqu'au milieu du XXIe siècle, jusqu'en 2050. Donc tu l'auras compris, à partir de 2021, on n'est plus dans le présent, mais on est dans une projection, c'est-à-dire une hypothèse faite par les démographes, c'est-à-dire un pari sur l'avenir, une hypothèse. Mais comme je te l'ai dit, les démographes se trompent quand même assez rarement et on peut considérer que l'hypothèse qu'ils proposent a bien des chances de se vérifier. Eh bien écoute, je te donne rendez-vous en 2050 pour vérifier la véracité ou non de leur hypothèse. Alors, il ne faut pas se laisser impressionner par le graphique, il n'est pas si compliqué que ça. La seule chose, c'est que, outre le taux de natalité en bleu, le taux de mortalité en orange et l'accroissement naturel, le solde naturel qui ici est représenté en rose, eh bien, il y a une courbe supplémentaire qui s'y rajoute, et cette courbe supplémentaire, c'est celle de la population totale en millions d'habitants, et c'est l'échelle de légende à gauche. Voilà, pour t'aider à mieux visualiser l'ensemble, j'ai effacé le taux de natalité et le taux de mortalité, et je n'ai conservé que l'évolution de la population de la Chine.
Donc en fait, comme tu peux le voir, la population chinoise a très fortement augmenté, puisque si on garde à l'esprit que au fond 100 ans de démographie, c'est jamais que 3 générations, c'est pas si énorme que cela, hein, en termes de temps, c'est assez court comme période, eh bien on voit que les Chinois étaient 554 millions en 1950, bon, un demi-milliard quoi, et qu'en 2021, ils étaient 1444 millions, autrement dit 1 milliard 444 millions d'habitants, c'est-à-dire que, à la louche, c'est x3. La population chinoise a triplé en 60 ans, en 70 ans, pardon, ce qui, donc en l'espace de 2 générations, ce qui est absolument énormissime. Depuis, la courbe semble presque pas s'inverser, ça serait exagéré de le dire, mais la courbe semble sur un faux plat puisque la population chinoise n'augmente plus et qu'elle devrait même avoir légèrement baissé en 2050. Et c'est d'ailleurs ce qui explique pourquoi l'Inde est passée devant la Chine, parce que l'Inde, elle, continue de voir sa population s'accroître, quand celle de la Chine fait du surplace. Donc on mesure véritablement l'ampleur du problème pour le gouvernement chinois de voir sa population tripler, faire des enfants à tour de bras, alors qu'à la même époque, ça on a parfois tendance à l'oublier aujourd'hui, mais c'est quand même une réalité incontestable, à la même époque, la Chine est un pays très pauvre, et que du coup, l'augmentation incontrôlée et incontrôlable de sa population fait peser une menace sur le développement économique de la Chine. La Chine ne peut pas espérer s'enrichir avec autant de bouches à nourrir. Et ça va donc expliquer ces mesures qui peuvent paraître inhumaines, très cruelles, contraires aux droits de l'homme quand on est un occidental, mais ces mesures que la Chine a imposées à sa population sous le nom de politique de l'enfant unique. Et comme tu peux le voir, j'ai matérialisé la date de début et la date de fin de la politique de l'enfant unique en Chine, c'est 1979-2015. Donc au moment même où la population chinoise était en très forte augmentation. Le principe de la politique de l'enfant unique est très simple et il est contenu dans le titre de la loi. Obliger les couples à n'avoir qu'un seul enfant. Et c'est cette famille idéale avec un seul enfant que vante l'affiche de droite, où l'on voit le mari, un ouvrier, qui brandit sa clé à molette avec son bleu de travail. On comprend donc que c'est un ouvrier de l'industrie. Sa femme est une paysanne, elle est vêtue comme une paysanne, elle a une bêche sur l'épaule. Donc en fait, ce couple idéal, cet Adam et Ève chinois, c'est le mariage de la ville et de la campagne. Et ils sont heureux. Et ils sont heureux parce que leur fillette est unique. Et elle est très heureuse d'être toute seule, visiblement. Elle a un livre à la main, et ce livre à la main, c'est le symbole même du développement économique de la Chine. La Chine qui aura les moyens de nourrir, de vêtir, de soigner, de scolariser ses enfants, parce qu'ils seront d'autant moins nombreux. Donc très clairement, le but, c'est de freiner les naissances en Chine. Et donc, à partir de 1979, le gouvernement chinois va agiter la politique de la carotte et du bâton
sous le nez des couples chinois. La carotte, c'est la récompense. Les couples chinois qui joueront le jeu auront droit à des primes, des avantages matériels, un logement, un travail, l'inscription de leur enfant à l'université, la prise en charge de ses études par l'État. Mais si la carotte, ça ne marche pas, et bien après, ça sera le coup de bâton. C'est-à-dire que pour les couples qui ne respecteraient pas la loi, et bien ça sera tout le contraire. Pas de prime, pas de logement, sachant que l'État est l'unique propriétaire des logements, ça peut être embêtant. Sachant que l'unique patron en Chine, c'est l'État, et bien si vous perdez votre travail, eh bien ma foi, vous risquez de ne jamais en retrouver. Jusqu'à il y a de cela encore une dizaine d'années, l'interdiction, non pas d'acheter une voiture, mais d'obtenir le permis de conduire pour les couples qui ne respectaient pas la loi. Donc tout ça, c'est très dissuasif. Et le fait est que cela marche parce que si tu regardes l'évolution du taux de natalité et de mortalité et donc l'accroissement naturel pendant la politique de l'enfant unique, eh bien tu constates que la natalité baisse très fortement. Alors pour être honnête, la natalité est en baisse déjà depuis les années 1950. Parce que quand en 1979 commence la politique de l'enfant unique, la natalité, elle est aux alentours de 21-22 pour 1000. C'est-à-dire qu'elle a été divisée par 2 par rapport à 1950 où elle était à 47,3 pour 1000, ce qui est littéralement un record. Mais la natalité va continuer à baisser grâce ou à cause, comme on veut, de la politique de l'enfant unique, puisqu'on passe de 22 pour 1000 en 1980 à peine 12 ou 13 pour 1000 en 2015, c'est-à-dire que la natalité va à nouveau être divisée par 2. En fait, elle aura été divisée par 4 entre 1950 et 2015. La mortalité, elle, stagne. Pendant toute la politique de l'enfant unique, les Chinois ont l'air d'oublier de mourir, mais c'est tout simplement parce que, comme la population est très très jeune, eh bien, finalement, le taux de mortalité reste faible, parce que en temps de paix, la mortalité est quand même associée au vieillissement de la population. Or là, la Chine est très jeune, donc du coup la mortalité est faible. Et comme la mortalité est faible, mais que la natalité baisse très rapidement, eh bien l'accroissement naturel, le solde naturel qui est en rose, je te le rappelle, eh bien il est rétréci à vue d'œil. Parce que en 1980, avec une natalité de 22 pour 1000, et une mortalité de 7 pour 1000, ça faisait un solde naturel de 15 pour 1000, c'est-à-dire tous les 1000 habitants au 1er janvier, il y en avait finalement 1015 au 31 décembre. Mais de 15 pour 1000, on passe en 2015, on va dire 12 pour 1000 pour la natalité, on va dire 7 pour 1000 pour la mortalité, eh bien on n'a plus qu'un solde naturel de 12 moins 7 égale 5 pour 1000. Autrement dit, le solde naturel, l'accroissement naturel aura été divisé par 3 pendant la politique de l'enfant unique. Donc la politique de l'enfant unique en Chine, ça marche. Enfin, ça marche en ville. Parce qu'en ville, les contrôles sont très faciles à exercer. En ville, les gens habitent les uns sur les autres dans des immeubles HLM, donc il est toujours très facile de surveiller qui a une naissance, un bébé ça pleure, ça crie, il faut le promener, il faut l'emmener chez le médecin, il faut l'inscrire à l'école. Donc des couples qui ne jouent pas le jeu et qui ont plusieurs enfants se feront immanquablement prendre. À la campagne, c'est plus facile de cacher un enfant.
C'est d'autant plus facile que, en plus, les enfants, on en a besoin à l'époque pour travailler dans les champs. On est dans un pays très très pauvre et donc il est essentiel que les enfants fournissent la main-d'œuvre, puisque dès que les enfants sont en âge de travailler, dès lors que les paysans n'ont pas les moyens de se payer des tracteurs, des machines. Mais par contre, dans les campagnes se pose un autre problème, c'est que culturellement, et il n'y a pas qu'en Chine d'ailleurs que c'est le cas, mais culturellement, en Chine, en Inde aussi, le nom se transmet de père en fils, mais la terre également. Et la tradition exige que chez les paysans, c'est le fils qui hérite de tout ce que possédaient les parents à leur mort. Et donc du coup, les parents chinois dans les campagnes, ça ne les dérangeait pas d'avoir des filles, du moment qu'ils avaient le droit d'avoir des garçons. À partir du moment où dans les campagnes, il est interdit, à partir de 1979, d'avoir plus d'un enfant, et bien si par malheur cet enfant est une fille, et si les parents respectent la loi, ça veut dire que se pose la question de l'héritage, puisque l'héritage ira non pas aux fils qu'ils n'auront pas, mais au gendre, c'est-à-dire le garçon qui épousera la fille des paysans. Ça veut donc dire que les Chinois des campagnes, quand ils ont le malheur, parce que pour eux c'est un malheur, d'avoir une fille, eh bien, soit ils se dépêchent de faire d'autres enfants en priant le ciel pour que parmi eux naisse un garçon, mais dans ce cas-là, évidemment, ils ne respectent pas la loi, la politique de l'enfant unique, soit pour ne pas avoir d'ennui, eh bien, ils se débarrassent de la fillette. Un accident s'est si vite arrivé, un bébé qui meurt étouffé dans son lit, et voilà, et donc on verra malheureusement dans les années 80 beaucoup d'infanticides dans les campagnes ou beaucoup d'avortements, pour peu que les femmes apprennent à l'avance qu'elles sont enceintes de filles. On verra un véritable effondrement de la naissance des filles. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que la propagande du gouvernement insiste beaucoup sur la famille idéale avec une fillette, parce que justement les Chinois ne sont pas convaincus, et surtout à la campagne, mais même en ville, les Chinois ne sont pas convaincus qu'avoir un seul enfant, quand cet enfant est une fille, c'est un bonheur, c'est une chance. Donc il faut absolument leur marteler le contraire. Et du reste, la résistance dans les campagnes chinoises va être tellement forte, avec la peur pour le gouvernement de se retrouver face à des révoltes paysannes très violentes et qui pourraient entraîner la chute du régime chinois qui est né de la révolution et qui a peur de périr par la révolution, que le gouvernement chinois va faire des concessions. Et en 1984, l'État autorise un couple des campagnes, mais uniquement des campagnes, à avoir un deuxième enfant si le premier enfant né est une fille. Alors évidemment, en ville, on n'apprécie pas, parce que ça veut dire que la politique de l'enfant unique est maintenant à deux vitesses. Dans les villes, on a droit, quoi qu'il arrive, qu'à un seul enfant, alors que dans les campagnes, il y a une tolérance. Oui, mais encore une fois, il y a une tolérance parce que si le gouvernement veut avoir une petite chance de voir la loi s'appliquer à la campagne, eh bien, il n'y a pas 36 solutions, il faut l'assouplir. Je te propose maintenant de découvrir une vidéo qui remonte aux dernières années de la politique de l'enfant unique en Chine et qui s'intitule « Les clandestins de la politique de l'enfant unique en Chine » et tu vas découvrir le sort ô combien peu enviable de ces enfants noirs, c'est-à-dire de ces enfants illégaux, clandestins, tout simplement parce qu'ils ne sont pas le premier enfant. Ils sont le deuxième, voire le troisième enfant de parents qui n'ont pas respecté la politique de l'enfant unique.